Bonjour à toutes et à tous. Peut-on comparer Macron Ier à Napoléon Ier? Peut-on le faire? Je le vois trop dans la presse, je le vois trop dans des commentaires où on met excessivement en avant Napoléon et Macron en comparaison. À l'avoir appelé, je crois, Namacron ou quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai plus exactement le mot précis, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Toujours est-il, c'est qu'il y a d'énormes comparaisons, y compris dans la presse, afin de considérer que Macron est l'image de Napoléon dans sa reproduction, surtout du fait qu'il souhaite envahir la Russie à mots déguisés et à actes déguisés. J'en ai parlé dans d'autres émissions concernant le profilage de Macron. J'ai évoqué ses liens avec Zelensky tels que je les voyais. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis déjà passée dans d'autres émissions. Je ne vais pas revenir dessus, cela pourrait largement enquiquiner les personnes qui ont l'habitude de me suivre. Et puis même moi, j'en ai marre d'être redondante sur des sujets X fois répétés. Mais je tenais à faire cette petite profil express, ce petit profil express parce que il y a beaucoup de gens qui sont absolument néophytes sur le Premier Empire et notamment sur Napoléon Ier. Ils sont extrêmement néophytes parce qu'ils ont cru les mensonges de l'histoire et qu'ils croient aussi beaucoup de mensonges que des institutions renommées ayant pignon sur rue véhiculent volontairement à dessein politiques et idéologiques, sans se baser sur des éléments tangibles et réels. L'une des preuves que je peux parfaitement avancer, c'est quand j'ai fait le profilage historique des masques mortuaires de Napoléon Ier, un sujet qui tout le monde s'en fout. Or, c'est un des mensonges de l'histoire que j'ai révélé. Et je crois que tout le monde est à la recherche de la vérité. Donc, une paille plus une paille plus une paille amène à une rivière, un fleuve, etc., etc. Vous connaissez l'adage, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Donc, cela met en lumière, avec toutes les preuves que j'ai révélées, grâce au travail d'ailleurs qui a été fait par Bruno Roy-Henry, que je salue, ces preuves-là mettent en évidence que le masque mortuaire indiqué par toutes les plus hautes institutions, les musées et ainsi de suite, comme étant celui de Napoléon, est faux. Si déjà on commence par cela, forcément, si les gens considèrent que ce masque est réel, ainsi que tous les écrits que l'on peut voir d'illustres et éminents historiens, ou que sais-je, de titres pompeux, afin de mettre en évidence qu'ils ont une parole d'or, forcément, vous vous faites berner, vous vous faites manipuler, vous vous faites avoir. Donc, vous créez le jeu de la cabale. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Inconsciemment, certes, mais vous l'êtes. Parce que vous ne vous êtes pas instruit, parce que vous n'êtes pas enrichi, parce que vous faites tout simplement un jeu que eux, ils espèrent bien que vous allez alimenter. Et sur des gens comme moi, ça ne marche pas. Parlons justement de Napoléon et comparons-le à Macron Ier, puisqu'on le nomme ainsi, le dictateur en place dans la France, notre pays en France, dans lequel je suis et ainsi que tous ceux qui sont de vrais Français otages, pris en otage en Macronie. Eh bien déjà, Napoléon, lui, il travaillait, lui. C'était un vrai bosseur. Il ne dormait que 4 heures par nuit. Déjà, premier point. Lui, c'était un vrai bosseur. Et un bosseur qui donnait des résultats, puisque c'est une époque qui était une des plus riches de l'histoire de France. Et notamment, il était capable de valoriser autant des pauvres que des personnes aisées. Il valorisait presque plus les pauvres que les personnes aisées, parce que lorsqu'il a fait instaurer le crédit, je crois que c'est en 1802 par la Banque de France, ou 1804, je ne sais plus exactement, lorsqu'il a fait instaurer le taux de crédit, c'était 0% pour les pauvres, 1% pour les riches. Voyez, est-ce que vous le saviez ça? Non, c'est écrit, hein, pourtant, il suffit de s'instruire. Alors évidemment, pas dans les livres modernes, pas dans les livres qui sont sortis il y a peu de temps, puisqu'on va le traiter de tous les noms, d'esclavagistes, ce qui est faux, de menteurs, d'escrocs, de belligérants, ce qui est faux. Tout ça, c'est faux. Bientôt, on va le prêter de transgenre. Je suis sûre qu'il y en a un qui va nous sortir un livre qui va nous prouver que Napoléon Ier était un transgenre. Je le sens bien, là. Ça, voilà. Parce qu'en France, on aime casser les bons. Et ça ne date pas de Napoléon, ça date de bien avant. En France, c'est un des rares pays qui fonctionne comme ça. On adore casser les bons. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Je crois qu'aussi, il faut que ça cesse qu'on se mette un esprit de compétition dans la tête.
Napoléon n'a déclaré aucune guerre. La France était déjà en guerre, quand il n'était qu'un officier, que Barras a rattrapé pour faire gagner la prise de Toulon, qu'il n'arrivait pas à gagner contre les Anglais, et qu'aucun illustre et éminent militaire de l'époque n'arrivait à combattre. Déjà. Oh non, mais Napoléon, il a déclaré des guerres. Eh ben non. Et non. Il s'est fait trahir par Alexandre Ier. Le comportement du tsar Alexandre Ier et de son épouse, la tsarine, a complètement muté après la campagne de Russie. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. On le dit franc-maçon, Napoléon. Aucune preuve n'a été trouvée. Il est vrai que son entourage était franc-maçon. Mais il se trouve que la fusion franc-maçon-Illuminati qui a eu lieu avant l'avènement de Napoléon, il a compris ce qui se passait et il a lutté contre. Derrière, on avait les Rockefeller et Rothschild déjà, qui investissaient autant pour les Anglais que pour les Français. Et ils allaient se retourner du côté des vainqueurs, ou de ceux qu'ils ont décidé qui allaient être vainqueurs. Il ne fallait pas que ce soit Napoléon, puisque Napoléon était brillant par les Anglais. Donc, ils ont créé les pièges nécessaires de façon à ce que Napoléon soit stoppé par tous les moyens jusqu'à faire tuer son fils héritier. D'accord ? Tout ça, vous pouvez le trouver en analysant un ensemble de lectures. Hein. Et c'est pareil pour tous les grands hommes d'histoire. Il y en a eu d'autres qui étaient plus ou moins grands, du reste, pas autant que Napoléon. Donc lui, au moins, ne se droguait pas. Ça aussi, j'imagine qu'on va bientôt dire, si, se droguait, il va y avoir un livre spécial. Napoléon fumait du hakik, du cannabis, ou se faisait des picouzes. Je le sens bien. Non, mais puis il y a des gens qui vont y croire. C'est ce qui est le pire. C'est pas que les livres sortent avec ce genre d'ineptie. C'est qu'il y a des gens qui les achètent et qui vont y croire. Donc ils alimentent les grégores de la Kabbale et ainsi de suite. Alors ceux qui sont dedans, c'est normal, mais ceux qui ne sont pas dedans, il faut vous poser les bonnes questions. Il n'était pas homosexuel, mais là, j'imagine aussi, puisqu'on va dire qu'il est trans, forcément, il y a un côté homosexuel derrière, on va dire qu'il était également homosexuel. Si, non mais ça va sortir, ça devrait sortir, ça, je pense. On va y arriver. Il était aimé par son peuple, Napoléon, et il était aimé par tous les militaires. Un seul exemple, le retour de l'île d'Elbe. Instruisez-vous, le retour de l'île d'Elbe est phénoménal. La route Napoléon, c'est phénoménal. C'est phénoménal, cet exemple-là. Et ça ne peut pas s'inventer. Ça ne peut pas s'inventer, quand même. Il faut arrêter de l'occulter. Juste cet exemple-là. Et par contre, il était détesté par la caste politique, à commencer par Barras. Toute la clique de l'époque. Il était haï par la caste politique, ce n'était qu'un pion qui servait les intérêts pour que la France gagne militairement et rien d'autre. D'ailleurs, on lui demandait rien d'autre à l'époque. Ce pourquoi, lui, quand il a vu qu'on vidait les caisses et ainsi de suite, et je vous passe tous les détails, on en arrive à ce qu'à un moment donné, ils prennent le pouvoir. Quelque part, pourquoi pas? Donc il fallait tuer la bête, entre guillemets, puisqu'il passait pour une bête Napoléon, qu'il n'était pas. Et aussi parce qu'on a fait quand même couler du sang à Habsbourg, pas l'oublier. Et ça passait pas dans toutes les têtes couronnées d'Europe et d'ailleurs. Là, faire couler du sang à Habsbourg, ça, c'est jamais passé. Pas l'oublier non plus. Je vous fais un petit topo, hein. Je vous fais pas un cours d'histoire parce que je suis pas historienne. J'ai des trous de mémoire aussi de cette époque. Mais je vous fais un petit topo pour essayer d'analyser un petit peu cette chose-là et vous faire réfléchir sur lui et sur d'autres. Mais à quel point on vous manipule. Et quand vous rentrez dans le jeu de dire « Ouais, Macron, c'est Napoléon ». Non, rien à voir. Rien à voir. Même si Macron s'est pris une tollée sur la campagne de Russie, mais il était tellement hésitant à un moment donné, il était tellement, mal dans sa peau à un moment donné, parce qu'il était un peu lâché par ses proches, il ne savait plus où donner de la tête, il était seul à lutter contre beaucoup de choses. Ses propres proches, sa propre famille n'était pas avec lui à ce moment-là, qu'il n'était pas capable de voir les nouveaux fusils, par exemple, à gâchette, qui ne gelaient pas, elle, dans la neige. Il n'avait pas vu ça. Non. Alors que lui, il était hyper ouvert à toute nouveauté. Quand on voit la campagne d'Égypte, qu'il avait 3 bateaux exprès avec uniquement des chercheurs, universitaires, entreprises, novatrices, etc., ce qui a permis de rétablir, par exemple, tout l'espace du Nil, dont le Nilomètre, de façon à ce que les paysans, à nouveau, puissent cultiver au bord du Nil. Par exemple. Il y a des tas d'exemples. Cette époque est extrêmement riche de vérités, mais qu'on veut cacher par des contre-vérités, que c'est facile de contrôler ces choses-là. Il était très instruit, lui. Très instruit. Très petit.
C'était un enfant qui s'instruisait énormément, à Brienne notamment. Il était tout le temps dans les livres, tout le temps, tout le temps. Alors que Macron Ier, non, il n'est pas du tout instruit. Alors là, certainement pas. C'est absolument pas quelqu'un d'instruit, d'érudit, même d'éduqué. Ce qui était tout le contraire pour Napoléon. Napoléon, c'était un patriote, un vrai de vrai. Corse peut-être, mais français aussi et surtout. Puisque la Corse était entre l'Italie et la France autrefois, faut pas l'oublier. Hein, c'était un coup je ratifie un traité, un coup le Gênes récupérait, un coup ainsi de suite. Et qui du reste, il semblerait que le dernier traité qui était soi-disant ratifié à l'Italie ne l'était pas et que la Corse était bien française quand Napoléon est né. D'après un conservateur de directoire avec qui j'ai échangé pendant plus d'1 heure et demie, Alain Ajaccio, que je salue aussi, qui m'a bien expliqué tout cela. Donc la Corse était bien française à l'époque et c'était un Français dans l'âme, c'était un patriote. Il donnait sa vie pour la patrie et il cherchait pas à dépenser des mille et des cents. Il râlait suffisamment après Joséphine qui était dépensière pour juste lui quoi en fait et pas pour l'État. Il râlait quand on vidait les caisses de l'État. Tout ça vous pouvez le trouver partout. C'est un homme viril. Bon, j'ai pas besoin de m'étendre hein, quand on voit aujourd'hui. Je vais pas revenir dessus. J'en ai assez parlé dans d'autres vidéos. Il a développé le pays et érigé tant de choses sur lesquelles nous vivons encore et sur lesquelles il est encore adulé quasiment dans tous les pays du monde entier, pas en France. Réfléchissez pourquoi. Toujours pareil, hein, je me suis exprimée déjà avant là-dessus. Il a rendu fière la France. Et il la rend toujours. Parce que n'importe où vous allez sur la planète, Napoléon est connu. Peut-être pas par les gens peu éduqués, mais certainement par tous les gens qui sont éduqués. Et eux connaissent mieux la véritable histoire de Napoléon que ce qu'on a voulu nous infliger en France, comme mensonge et supercherie, afin de mieux nous manipuler et manipuler l'histoire. Il a compris donc cette fusion des francs-maçons et Illuminati. Et c'est sur quoi il a fini par lutter. Il a mis du temps. Malheureusement, c'était trop tard. Et c'est à ce moment-là, quand il a commencé à douter, il a mis du temps. Il s'est fait terriblement manipuler sur plein d'endroits et de niveaux, mal conseillés. Des gens qui étaient pro ces organisations obscures qui l'ont emmené à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément bonnes. Et il a fini par se rendre compte de ce qu'il en était, de cette supercherie. Mais c'était trop tard. Et donc ils ont fini par le liquider. C'est ce qu'il fallait faire, ainsi que sa descendance. C'était le meilleur moyen de pouvoir rétablir ce qui était bon pour cette fusion franc-maçon Illuminati. Je réitère, tous les francs-maçons ne sont pas mauvais. Je ne sais pas combien de pourcentage ils sont bons. Certes, le pourcentage est faible, mais ils ne sont pas tous mauvais. On ne rentre pas tout le monde dans une case. Certainement pas dans notre métier en tout cas. Donc il avait compris le jeu de Rothschild et Rockefeller. Et encore une fois, c'était trop tard. Peut-on donc comparer Macouille Ier à Napoléon Ier, l'empereur des Français, un vrai empereur, qui a développé notre pays comme jamais, qui a rendu des richesses, qui donnait des lopins de terre au moindre porte-tambour qui est héroïque, avec la Légion d'honneur, toutes ces légions d'honneur qui ont été... Mais aujourd'hui, c'est une honte d'avoir une Légion d'honneur, je suis désolée de vous le dire, mais ça fait au moins 10 ans, à minima, peut-être sous Mitterrand, depuis Mitterrand, je pense que c'est une véritable honte d'avoir une Légion d'honneur. Moi, je ne sais pas, on voudrait me l'offrir demain, j'en veux surtout pas. Et pourtant, Dieu sait si j'apprécie Napoléon. J'apprécie Napoléon, non pas parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, enfin un dieu, si c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais je veux dire, c'est pas un dieu, il n'était pas parfait, personne ne l'est du reste. Mais c'est parce que c'était quelqu'un de vraiment très très bien. C'était quelqu'un qui a fait énormément pour la patrie, c'est quelqu'un qui a protégé son peuple, sa famille, il était là pour tout le monde. Il aimait presque plus ses enfants que le père des enfants de Joséphine. Et ainsi de suite, il a prouvé, cet homme-là, que c'était un homme de famille, un père de patrie. Il l'a prouvé, et on le descend, on le flingue de tous les côtés. C'est normal, il n'était pas transgenre, lui. C'était un homme, lui. Des hommes comme ça nous manquent. C'est un Napoléon qu'il nous faut aujourd'hui. Et si on peut le comparer à quelqu'un aujourd'hui, même s'ils ne sont pas les deux mêmes profils, c'est un Poutine. Poutine est assez proche de ce genre de profil napoléonien, entre guillemets, sans être Napoléon. Attention, c'est deux profils différents. Mais on retrouve certaines synergies dans leur profil de l'un et de l'autre. Qu'il faut qu'aujourd'hui, ils se vouent à leur patrie, à leur famille. Et leur famille ne se constitue pas uniquement de leur épouse et de leurs enfants, de leurs parents, grands-parents, cousins, neveux et tout ce qu'on veut. Ça correspond à tout ce qui est
russe pour Vladimir Poutine. Russe de cœur, russe de naissance, russe dans l'âme. Et Napoléon était de cela aussi. Donc quand on compare un personnage à un autre, il faut déjà s'instruire. Et que toute personne aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a de s'instruire dans notre société aujourd'hui, qu'on n'avait pas autrefois, Internet et ainsi de suite. Autrefois, c'était que les livres et les professeurs qui souvent nous racontaient des histoires, mais moins qu'aujourd'hui. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. On a tous ces moyens de s'instruire aujourd'hui. Celui qui critique Napoléon, à défaut de produire des vraies preuves, parce qu'il y a un paquet de faux preuves qui ont été produites, il y en a plein. Ça, on le sait déjà, on le voit dans les brocantes. Tout ce qui est les antiquaires, surtout les antiquaires. Moi, j'ai vu des objets, je dis, mais attendez, celui-là, c'est un faux, il n'est pas signé de telle manière, telle manière, telle manière. Et là, il vient m'a regardé, je dis, ouais, vous ne mourrez pas sur ce coup-là, parce que moi, je sais. Je ne sais pas tout, mais ça, je le savais. Sur cet objet-là, je le savais. Et ça concernait l'aiglon. Donc, de ce fait, il faut être très prudent, mais il y a suffisamment d'éléments, il y a suffisamment de livres, dont certains sont retournés leur veste, comme Jean Tullard, c'est quelqu'un qui a retourné sa veste. Autrefois, il parlait très objectivement de Napoléon Bonaparte, pas aujourd'hui. Par contre, Castel aussi, avec quelques petites erreurs, mais il était très bon, très très bon. Dans mon propre livre, Profilage historique de Napoléon Bonaparte, j'explique qui était vraiment Napoléon. Je mets en évidence ce genre d'éléments. Et la comparaison, l'histoire a voulu cela, parce que ce n'était pas du tout prévu. La suite du profilage historique était sur Adolf Hitler. J'ai justement parlé et de Napoléon et de Macron, pour mettre encore d'autres éléments en évidence. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est ce jeu kabbalistique que les gens font autour de Napoléon. Vous faites une grave erreur. C'est un détail, certes, un détail de l'histoire, mais un détail qui vous met le doigt sur tout un tas d'autres détails. Si vous réfléchissez là-dessus, si vous posez les bonnes questions, si vous remettez en question et en cause vos savoirs, vos connaissances, votre propre profil, tout ce qui fait votre personne, et que vous soyez un peu plus objectif à aller en profondeur en vous, et de vous poser ces questions, de vous dire qu'est-ce que je remets sur la table, qu'est-ce que je fais avancer, sur quoi on me trompe et pourquoi. Que ce soit Napoléon ou un autre, peu importe. Vous verrez combien on fait le jeu de la cabale. Vous verrez. Vous découvrirez des lanceurs d'alerte qui sont faux. Vous découvrirez des gens qui vous racontent un ensemble de choses qui sont faux. Vos voisins, vos patrons, que sais-je. À vous de jouer, à vous de voir. Et je terminerai par une phrase que tous les pro-napoléoniens Premier Empire connaissent et diront, parce que cette phrase elle a une portée extrêmement importante, qui met en avant justement l'excellent travail, même si ce n'était pas un homme parfait, puisque la perfection n'existe pas, que Napoléon Bonaparte a fait pour la France, Napoléon Ier, et même pour l'Europe, voire au-delà de l'Europe, puisque en Égypte, notamment, on trouve énormément de traces de lui. Vive l'empereur, vive la France.